Je suis pas en train de dire on guérit tout le temps, bravo, on y est arrivé, c'est terminé. C'est très compliqué les problématiques de santé mentale. Mais il y a eu des pas de géant. Et je suis pas sûr qu'on communique toujours très bien, nous les médecins, sur ce qui a réellement avancé dans le champ de nos disciplines respectives. Et je pense que dans le champ de la psychiatrie, il y a eu vraiment des avancées spectaculaires. Dans le champ des thérapies, il y a eu des avancées spectaculaires. AVS avec Philippe Robichon. AVS et à votre santé mentale ce matin. Bonjour, bienvenue et nous allons entrer dans la danse avec mon invité David Gourion. Bonjour et bienvenue Doc. Bonjour, merci de m'inviter. Alors je l'appelle Doc, mais on vous connaît mieux sous cette appellation de Dr Feel Good. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Merci, je suis content d'être là. C'est une période qui est un peu particulière, mais on va sans doute en parler, mais ça va. Alors vous êtes psychiatre et cette question, comment allez-vous ? C'est un rituel avec tous vos patients avant chaque consultation. Qu'est-ce que vous en attendez de cette question ? En fait, c'est une question bateau à laquelle la plupart des gens répondent comme on le fait machinalement, ça va. Mais de temps en temps, les gens s'intéressent vraiment à la question et là, on rentre dans quelque chose de bien plus intime. Si on veut vraiment répondre à la question, il faut y aller. C'est pas simple. Alors, de temps en temps, les patients me disent « Non, mais docteur, si je suis là, d'après vous, genre, vous êtes quand même... vous fichez de moi, quoi. » Et d'autres fois, les gens, ils vont et racontent vraiment. Et c'est un peu un rituel. Donc, de temps en temps, les patients se moquent un peu gentiment de moi en me disant « Alors, vous allez me demander si ça va. Vous pourriez ne pas me demander si ça va parce que ça ne va pas du tout. » Mais en général, si les gens répondent autre chose que ça va comme un lundi, ça va comme un mardi, s'ils disent vraiment tu sais, aujourd'hui ça va pas, en général, la personne qui a posé la question n'écoute même pas la réponse. C'est vrai, souvent, vrai, c'est vrai, mais en réalité, ma question, elle est très sérieuse. Moi, j'aime bien aller d'emblée, peut-être que je devrais faire autrement, je sais pas, mais j'aime bien aller d'emblée sur les vraies questions, en fait, aller d'emblée sur un peu en profondeur, et donc demander si ça va, c'est une façon d'y aller directement. Alors vous êtes médecin psychiatre, ancien chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Dans votre dernier livre, on apprend que c'est là que vous avez commencé et vous avez fait votre première psychothérapie. Alors pas à l'hôpital même, mais en dehors de l'hôpital. Enfin, pendant cette période-là, en fait. Oui. Alors non, j'avais rencontré une première psychologue psychanalyste quand j'étais jeune étudiant en médecine en première année. Très stressé. Vous l'avez vu une fois. Je l'ai vu une fois. C'était mon premier essai de psychothérapie. Ouais. Ça n'a pas marché du tout. Donc la vraie psychothérapie, est-ce que c'était pendant cette période ? Vous avez raison. Absolument. Je sais pas. Vous avez raison. Je sais pas. La première thérapie qui a fonctionné, c'est un grand mot peut-être. Je vais pas être prétentieux, mais en tout cas qui m'a aidé, c'était là. Vous avez parfaitement raison. C'était à Sainte-Anne. C'était de diriger Sainte-Anne qui demandait une thérapie ou alors moi j'étais chef de clinique, je m'occupais d'une unité fermée avec des patients qui étaient pour certains vraiment dans des situations de souffrance absolument terribles. Et en effet. On sait que l'hôpital va mal, il allait déjà mal, aujourd'hui c'est encore plus catastrophique. Et je pense que oui, il y avait un vrai besoin, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, dans beaucoup de professions d'ailleurs, un vrai besoin à ce moment-là à la fois de me poser, d'avoir un espace de parole, de prendre un peu de recul et de trouver un peu de sens à tout ça, oui. Alors vous êtes auteur de nombreux livres et vous publiez aujourd'hui Guérir nos âmes blessées, la révolution des thérapies aux éditions Marabout que vous montrez puisque l'émission est filmée. Un livre sur les avancées en santé mentale. Est-ce que c'est plus facile de parler de santé mentale aujourd'hui ou ça reste quand même très tabou ? C'est une très bonne question et pas simple. Je pense qu'il est plus facile d'en parler et les journalistes dont vous faites partie, évidemment, vous avez beaucoup œuvré dans ce sens-là. Donc un grand merci et merci de faire des émissions comme celle d'aujourd'hui. Pour autant, regardez autour de vous. Quand les gens, l'une des premières causes d'arrêt de travail en France, c'est la dépression. Les gens disent jamais « je suis en dépression au travail ». Ils disent « j'ai une sciatique », ils disent « j'ai machin, j'ai un truc ». Ça reste quand même relativement caché, relativement secret, toujours enveloppé, un peu paré de honte, comme si c'était un peu honteux. Peut-être le mot burn-out a permis de faire rentrer un peu la dépression dans le champ sémantique plus acceptable. Aujourd'hui, on parle quand même de moins en moins de dépression. Le mot a disparu. Il y a des. Mais si vous notez bien, je trouve d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui pose question. C'est burn-out, c'est comme si c'était noble parce que ça veut dire le gars il a trop travaillé ou la personne a trop travaillé, donc c'est quelque chose de noble. Alors que comme s'il fallait une cause noble pour vivre une dépression, alors que une dépression ou un trouble anxieux, c'est comme toutes les maladies, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une raison objective pour. Parfois, ça débute comme ça. Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce qui a changé dans la prise en charge depuis que vous avez commencé la psychiatrie il y a 20 ans ? Énormément de choses. Est-ce que ça a vraiment... Mais vraiment.
Vraiment. C'était ça le sens du livre. C'est ça le sens de ce livre. C'était de faire passer ce message qu'aujourd'hui, alors, je suis pas en train de dire on guérit tout le temps, bravo, on y est arrivé, c'est terminé. Hein. C'est très compliqué les problématiques de santé mentale. Mais il y a eu des pas de géant, vraiment absolument. Et je suis pas sûr qu'on communique toujours très bien, nous les médecins, sur ce qui a réellement avancé dans le champ de nos disciplines respectives. Et je pense que dans le champ de la psychiatrie, il y a eu vraiment des avancées spectaculaires. Dans le champ des thérapies, il y a eu des avancées spectaculaires. Et je crois que les gens sont assez peu ou mal informés à ce sujet. Je me disais, il y a vraiment... c'était ça la motivation de l'écriture de ce livre. Et vous parlez même d'une psychiatrie de précision. Oui. Oui, mais regardez, la médecine a beaucoup évolué. Si on prend le champ de la cancérologie aujourd'hui, on voit des taux de rémission de 70% pour le cancer du poumon. Je voyais ça récemment, alors qu'il y a encore 15 ans, on était sur du 30%. Et ce qui a beaucoup changé, c'est que dans cette histoire de médecine de précision, on n'administre plus le même protocole universel standard à tout le monde. On va individualiser le choix des stratégies thérapeutiques. Et c'est ce qu'on est en train de commencer à essayer de faire dans ma discipline en psychiatrie, que de dire on ne peut pas soigner la dépression de la même façon chez tout le monde, on ne peut pas soigner un problème d'anxiété de la même façon, problème de stress, etc. Il faut adapter, il faut individualiser, il faut faire du sur-mesure et non pas du prêt-à-porter. Et je voulais rentrer un peu dans le détail de ces nouvelles thérapies. C'est pas juste de dire... Ah non, il faut. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant, au contraire. Merci. De rentrer dans le détail de ces... auxquels on ne comprend pas toujours quelque chose, d'ailleurs. Quand on n'est pas dans le milieu, il y a plein de thérapies auxquelles on ne comprend rien. Mais même nous, on ne comprend pas toujours ce qui se passe en thérapie, parce que, comme beaucoup de découvertes en médecine sont liées au hasard, à la sérendipité, c'est-à-dire on observe un effet... découverte des antibiotiques, découverte des premiers antidépresseurs, découverte des effets de certaines thérapies. Quand le LSD, c'est de la sérendipité. Exactement, vous avez parfaitement raison. Mais même la découverte de l'EMDR, quand cette psychologue se rend compte qu'en regardant les vols d'oiseaux à Hyde Park, d'un seul coup, elle s'apaise et que les souvenirs de ce qu'elle est en train de vivre d'horrible s'apaisent, c'est une découverte liée au hasard. Et on n'est pas aujourd'hui, et il faut être modeste, capable d'expliquer tout ce qui se passe dans le cerveau quand une thérapie fonctionne. Heureusement, l'imagerie cérébrale, l'imagerie fonctionnelle permet de mieux comprendre, d'avoir des pièces du puzzle, mais pour certains aspects, ça reste assez mystérieux. Par contre, on a des outils qui fonctionnent beaucoup mieux qu'il y a 10 ou 20 ans, et vraisemblablement aussi, ça nous permet de monter le niveau d'ambition thérapeutique. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est pas juste que les gens aillent un peu mieux, qu'ils soient un peu soulagés, qu'ils soient un peu moins angoissés, un peu moins déprimés. On cherche vraiment à aller au-delà même de la rémission. Le terme de guérison en médecine, on évite toujours un peu, parce qu'on sait que ça peut toujours recommencer. Moi aussi, on peut tous souffrir à un moment donné d'un trouble physique ou d'un trouble de santé mentale. Personne n'est à l'abri. Donc, même les psychiatres, les plus réputés. Mais tous, en fait. On est fait de cette chair-là, les êtres humains. On a ces vulnérabilités, ces talons d'Achille. Et simplement de dire, aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire avec ces nouveaux outils, en les combinant entre eux, en les individualisant, permet d'obtenir des améliorations que nous n'obtenions pas il y a 10 ou 20 ans, c'est tout aussi vrai que dans d'autres disciplines médicales, et je pense que c'est important de le dire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que la question du diagnostic est vraiment importante, est-ce que le DSM, par exemple, qui vous permet aujourd'hui de recenser toutes les... Alors, on dit pathologie, comment on appelle ça, les troubles, on parle de troubles. Les troubles. Est-ce qu'aujourd'hui, il est actuel ou pas ? Il est très critiqué parce que, d'abord, c'est compliqué la question d'étiqueter. On ne fait pas de la botanique, on ne met pas des étiquettes sur les êtres humains, mais on a pour autant besoin de catégories pour pouvoir soigner. À un moment donné, si je veux soigner un diabète, il faut que je définisse ce que c'est qu'un diabète. Si je veux soigner une dépression, il faut que je définisse ce que c'est qu'une dépression. Donc, il faut des critères opérationnels reconnus dans le monde entier. Il y a d'autres troubles nouveaux, comme les borderline, enfin, vous voyez, les borderline, les bipolaires, tout ce qu'on veut, les TDAH, etc. Sauf que le problème de ces définitions, c'est que, en réalité, ces troubles sont extrêmement hétérogènes. Ils sont différents d'une personne à une autre, et chez une même personne, ils peuvent même être extrêmement évolutifs au cours du temps. Et puis, ces descriptions ne tiennent pas compte des causes. Ça ne dit rien des causes, ça ne décrit que des symptômes. Donc, aujourd'hui, on est un peu aux limites de ces classifications-là. Pour autant, elles nous sont encore utiles, notamment dans le domaine de la recherche. Donc, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais elles sont très limitées et on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord. D'ailleurs, les médecins, parfois, ne sont pas d'accord dans les autres disciplines aussi sur les diagnostics. Les psychiatres, peut-être encore plus que les autres médecins, on a des difficultés. Donc, nous avons besoin de nouveaux outils. Et j'ai essayé de proposer, parce que je pense que les gens, ça ne les intéresse pas, qu'on leur remette le DSM, les classifications psychiatriques par le menu, dans le détail, oui, etc. Dans quelle case rentrez-vous ? C'était pas ça. Donc moi, j'ai essayé de proposer une approche un peu différente en disant, en fait, il y a une forme de conjugaison des émotions.
on peut conjuguer nos émotions, la façon dont on perçoit les choses, dont on ressent les choses, et puis on peut avoir tendance à trop conjuguer les émotions au passé. Et si je suis tout le temps en train de conjuguer mes émotions au passé, peut-être que je vais être dans quelque chose d'une rumination un peu nostalgique, un petit peu douloureuse. C'est pas tout à fait la dépression, mais c'est pas très loin. À l'inverse, si je c'est quoi, c'est de la déprime, c'est le, vous savez, le souvenir des années passées, de mon enfance, etc. Et c'était mieux avant, et c'est douloureux, et je rumine. Je suis pas encore dans les terres un peu sombres de la dépression, mais si ça devient mon mode de fonctionnement psychique prioritaire prédominant en permanence sur des semaines et des mois, peut-être que ça peut m'y conduire. Et si on va de l'autre côté, si on va du côté du futur, de l'avenir, si je suis en permanence en train de conjuguer au futur sur qu'est-ce qui va se passer, est-ce que l'émission va bien se passer, est-ce qu'ils vont être sympas avec moi, est-ce que je risque d'avoir un accident, est-ce que ça va bien se passer au travail, est-ce que du point de vue de la santé j'aurai pas des difficultés, et donc que mon esprit est en permanence focalisé vers l'avenir, ce qu'on ne sait pas faire d'ailleurs, on ne sait pas prédire, notre cerveau passe son temps à essayer de prédire l'avenir, de modéliser l'avenir, mais on ne sait pas le faire, Si vous me dites que vous savez le faire, on va tout de suite jouer au loto, mais en réalité, on ne sait pas le faire. C'est à moi, alors non, non. Et le fait d'être en permanence, là encore, on utilise tous cette modalité de réfléchir à l'avenir. Mais si on est bloqué dans cette modalité-là, sur ce mode de pensée-là en permanence de prédiction de l'avenir, ça peut être générateur d'anxiété. L'anxieux, la différence entre l'anxieux et le non-anxieux, c'est pas d'avoir des pensées qui font peur. Le non-anxieux aussi, c'est qu'il va mourir un jour, qu'il peut avoir une maladie, qu'il peut avoir des difficultés. La différence, c'est qu'il n'est pas en permanence en train d'essayer de prédire et de contrôler ce qui va se passer. En gros, le non-anxieux se dit « je sais, mais je verrai quand j'y serai ». Oui, c'est la révolution également dans la santé mentale. On en parle ce matin avec David Gourion, médecin psychiatre et qui publie Guérir nos âmes blessées, la révolution des thérapies aux éditions Marabout. Et vous dites que nous sommes tous concernés à un moment de notre vie par des questions de santé mentale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des études ont montré que quand vous suivez des cohortes, des grands nombres de patients depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et même assez tardivement, vous vous rendez compte qu'à un moment ou à un autre, vous arrivez à presque 80% des personnes ayant présenté l'un ou l'autre des problèmes de santé mentale. Et au fond, c'est comme pour les problèmes de santé physique. On peut tous être concernés à un moment donné, pendant l'enfance, à l'adolescence, plus tard, par une addiction, un problème de comportement alimentaire, un problème d'anxiété, etc., etc. La vraie question, c'est pas qui, mais quand. Oui, exactement. C'est la question des fenêtres de vulnérabilité. On n'est pas tous vulnérables tout le temps. Il y a des périodes de vie, il y a des moments. L'adolescence est une fenêtre de vulnérabilité particulière pour des tas de raisons. D'autres périodes aussi, le postpartum, différentes périodes comme ça peuvent être des périodes de vulnérabilité. Mais les troubles psychiques, David Gourion, c'est des trucs de riches, non ? Occidentaux ? Bah écoutez, c'est souvent ce qu'on entend. C'est en effet un cliché très répandu. Et en fait, non. D'abord, quand l'OMS fait des études internationales à travers le monde, la prévalence de ces troubles est globalement la même, quels que soient les pays. Au fond, vivre au soleil ne protège pas de la dépression. Et d'autre part, quand on lit les textes anciens, quand on reprend la littérature de l'Antiquité grecque en particulier, ou même les textes égyptiens, on retrouve les mêmes pathologies. Dans la Bible aussi, l'angoisse du roi Saül qui était déprimé. Enfin, on retrouve partout dans la littérature, ces troubles ont toujours existé. Simplement, peut-être qu'on s'y intéresse plus, ou en tout cas, on apporte aujourd'hui plus de réponses parce que ces réponses thérapeutiques existent. Est-ce que c'est parce que maintenant, on arrive à voir ce qui se passe dans le cerveau qu'on comprend mieux la maladie psychiatrique ? Ou pas, alors, ou ça sert à rien. C'est une question un peu cosmique que vous me posez là. Elle est extrêmement vaste. Bien sûr que c'est absolument fascinant de voir ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire, ou en tout cas d'avoir une partie des pièces du puzzle qui permet d'y voir un peu plus clair. Pour autant, réduire les problèmes de santé mentale et les problèmes psychiques à uniquement des réseaux neuronaux qui s'activent à l'intérieur du cerveau, c'est un peu réducteur, parce qu'on sait tous, on le sait bien, jouent aussi les aspects psychologiques, sociologiques, culturels, familiaux, environnementaux, politiques même. On sait que quand ça va mal dans un pays, les gens souffrent, etc. Donc on ne peut pas réduire uniquement à ce qui se passe dans la boîte noire à l'intérieur du cerveau, mais d'avoir cette possibilité-là, et je décris dans le livre notamment l'un de ces réseaux cérébraux totalement fascinant, qui est le réseau du mode par défaut qui fonctionne même le quand RMD. Exactement. Ce fameux RMD qui fonctionne en permanence,
même quand on croit ne pas penser ou ne rien faire. Donc quand vous dites à quelqu'un à quoi tu penses et qu'il vous répond je pense à rien, vous savez que ça n'est pas vrai, il se passe énormément de choses, son cerveau est en train de bourdonner d'activités, et on a aujourd'hui des outils qui nous permettent de comprendre et de voir ce qui se passe et de comprendre que ce RMD est impliqué dans un certain nombre de troubles psychiques. Oui, des chercheurs ont fait des expériences et ils ont prouvé que finalement le cerveau ne faisait jamais rien, il ne s'arrêtait jamais. Absolument. Et c'est pas forcément quand il fait quelque chose de compliqué qu'il est le plus en action. Absolument. Et il y a des ponts, des bridges entre différentes régions cérébrales qui s'activent, des régions qui sont impliquées dans la régulation des émotions, des régions qui sont impliquées dans les ruminations. Je parlais tout à l'heure, être bloqué dans le passé ou être bloqué dans les prédictions négatives de l'avenir. Et quand on est bloqué dans ces modes de rumination-là, notre cerveau, d'une certaine façon, va dysfonctionner, ou en tout cas va s'épuiser, et on va pouvoir être plus vulnérable pour certains troubles. Alors, vous dites que ce fameux RMD, c'est la base de l'ego. Oui. Pourquoi ? L'ego, égotique. Oui. Ouais. Alors, il y a des expériences assez fascinantes qui permettent de mieux comprendre ce que c'est que l'ego. On a l'impression que c'est quelque chose d'absolument évident. On apprend à dire je à partir de l'âge de 2 ou 3 ans, et finalement, et à dire non aussi. Et d'ailleurs, dire non, c'est dire je, et on construit un peu son ego par rapport aux autres avec beaucoup de mécanismes de comparaison, beaucoup d'adjectifs. On peut tous essayer de se définir. Il y a eu des expériences assez fascinantes qui montrent ce que c'est que la disparition de l'ego. D'abord, les gens qui font de la méditation en pleine conscience, les moines bouddhistes, etc., sont capables d'obtenir des états dans lesquels ils décrivent une sorte de dissolution du sentiment de soi, avec l'impression d'être dans une sorte de tout un peu océanique. Tout ça peut sembler un peu ésotérique, un peu loin de nous. Il y a des expériences plus récentes en utilisant des psychédéliques, notamment le LSD ou la psilocybine. Très à la mode, alors là, en ce moment. Où les gens disent, pendant quelques heures, j'ai eu ce sentiment de disparition du je. Je n'existais plus. Mon ego, mon sentiment de moi n'existait plus. C'est très particulier. C'est comme si j'avais été d'un seul coup, pendant quelques heures, dans un sentiment d'appartenance à un tout. Mais c'est pas un truc subjectif, un peu intellectuel comme ça. Je l'ai vraiment vécu. Je n'existais plus, et au fond, rien n'était grave. Dans ce cas-là, tout ce qui pouvait m'arriver, qui d'habitude me semble, quand les gens sont pas sympas avec moi, sont pas gentils, j'ai un problème, etc., là, d'un seul coup, rien ne m'atteignait, parce que j'avais ce sentiment d'une forme de réalité qui est je suis un nuage d'atomes qui appartient à un nuage d'atomes encore plus grand qui est le cosmos. Ce qui est d'ailleurs une réalité d'un point de vue physique. On est essentiellement constitué de vide et d'atomes, etc. Et voilà. Et certaines philosophies le disent aussi. Mais sauf que les patients, quand ils l'expérimentent, nous disent je l'ai vraiment vécu pendant quelques heures, et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que évidemment l'ego est à la base de beaucoup de nos difficultés, de beaucoup de nos souffrances, de beaucoup de nos angoisses. Quand on se sent rejeté par les autres, on y met toujours un peu notre ego. Quand on se sent mal à l'aise dans son travail ou mal à l'aise dans sa famille, on y met toujours un peu son ego. Quand on a un trouble du comportement alimentaire et qu'on veut être plus comme ci ou moins comme ça, ou qu'on a une mauvaise image de son corps, on y met son ego. Quand on a une personnalité hypersensible, on y met son ego. Si j'ai le souvenir de ce que c'est que la disparition de l'ego et le sentiment un peu océanique d'appartenir à un tout, il y a quelque chose de très soulageant. Et les gens gardent la mémoire de ça. Et donc, on l'utilise en thérapie maintenant. Le RMD, il est situé où dans le cerveau ? C'est un réseau, donc il est pas à un endroit. Il est dans les deux hémisphères ? Il est dans les deux hémisphères, et il est d'avant en arrière. Et d'une certaine façon, c'est une boucle qui circule entre des régions préfrontales qui nous servent vraiment à la cognition, aux fonctions intellectuelles, et des régions plus postérieures qui sont plus dans l'intégration et la régulation des émotions. Et ce réseau circule et tourne d'une certaine façon comme une guirlande, s'illumine en permanence. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec l'utilisation des psychédéliques dans le domaine de la recherche, en tout cas, pour essayer d'accélérer certaines thérapies sur des pathologies résistantes. Enfin, il faut expliquer aux gens ce que c'est, parce qu'il y a un vrai retour, un vrai revival aujourd'hui, un vrai retour en grâce de ces thérapies psychédéliques. Oui. On en parle de plus en plus. C'est quoi le principe de ces thérapies et quel est leur intérêt ? Psychédéliques ont été interdits dans les années 60-70 parce que potentiellement dangereux. On a tous entendu des faits divers horribles avec des gens des jeunes qui ont pris du LSD ou des hallucinogènes et puis qui se sont défenestrés. Donc ça a été interdit, déclaré illégal et totalement abandonné, y compris dans le champ de la recherche. Sauf que certaines équipes à travers le monde, en Hollande, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre maintenant, on dit peut-être qu'il faut faire très attention à ces substances, mais que dans un cadre médical précis,
pour des personnes qui ont une grande souffrance psychique, peut-être que ça peut les aider, une prise unique, à booster un peu leur thérapie. Ça a été utilisé d'abord chez les gens qui ont des angoisses parce qu'ils vont mourir d'un cancer et qui sont ultra angoissés. Ça a été les premiers essais où on s'est rendu compte qu'avec une administration unique... Parce qu'ils vont mourir d'un cancer ou parce qu'ils pensent mourir d'un cancer? Non, ils étaient vraiment en phase terminale de leur cancer. D'accord, ouais. Ils avaient des angoisses horribles comme on peut avoir évidemment dans vraiment en fin de vie. Qui n'étaient pas soulagés par les anxiolytiques typiques ni par les thérapies typiques. Et donc c'est les équipes hollandaises qui ont dit, et qu'est-ce qui se passe si on leur fait une administration de psilocybine, qui est la substance extraite des champignons hallucinogènes, ou de LSD. Juste une administration, un effet qui va durer 3 heures. Les gens disaient, mais c'est incroyable, j'ai eu ce sentiment océanique dont je vous parlais tout à l'heure, je n'ai plus peur de la mort. On disait très bien, ils ont ça 3 heures, mais si on les revoit dans une semaine, ils sont à nouveau angoissés. Eh ben non. Et l'effet dure 3, 4, 5, 6 mois, avec des effets assez spectaculaires de gens qui disent, j'ai tout à fait conscience du fait que je vais mourir, mais je n'ai plus peur de ça. C'était donc, ça c'était des premières données il y a 10 ou 15 ans. Après, d'autres chercheurs se sont dit, mais si ça marche dans les angoisses existentielles liées à la peur de mourir, à l'approche de la mort, est-ce que ça marche dans des dépressions résistantes? Est-ce que ça marche dans des troubles anxieux sévères? Est-ce que ça marche dans des états de stress post-traumatique? Ça a été étudié notamment chez des vétérans, des soldats qui revenaient de faits de guerre absolument horribles, qui avaient fait tout un tas de thérapies, où le gars vous disait, mais dès que j'entends un bruit, etc., je vais me cacher. Le grand gars costaud de 2 mètres qui avait fait la guerre, etc., et qui disait, dès que j'entends un pétard, etc., je fais des attaques de panique, je vais me cacher au fond du placard, je suis mal, je suis déprimé, je prends de l'alcool, je vais extrêmement mal. Et on s'est rendu compte que ces thérapies, une prise unique de ces différentes psychédéliques, mais dans un cadre médical archi surveillé avec une thérapie, permettait d'obtenir des rémissions que nous n'arrivions pas à obtenir jusque-là. Donc il faut comprendre que pour nous, ça a un intérêt scientifique et de recherche absolument considérable. Je voudrais mettre en garde, il ne s'agit pas de faire ça chez soi, ce sont des substances illégales. Parce que avec Internet, il y a tout qui se balade partout. Surtout pas, il peut y avoir des drames. Et puis surtout, je voudrais dire, ce qui compte, c'est pas la prise de psychédéliques. Il y a plein de jeunes qui prennent des psychédéliques dans des rêves, etc. Ça les guérit pas de leurs troubles psychiques pour autant. Ce qui compte, c'est la prise de psychédéliques et le cadre psychothérapique dans lequel c'est accompagné. On a tous entendu parler des rituels chamaniques qui existent depuis des milliers d'années, mais je ne vais pas vous dire que les psys de demain font des rituels chamaniques, c'est pas du tout ça. Mais pour dire le set and setting, c'est-à-dire l'environnement dans lequel c'est fait, les conditions, la psychothérapie et la façon dont c'est accompagné, c'est probablement ça l'ingrédient thérapeutique, plus que la prise de psychédéliques elle-même, qui n'est qu'une sorte d'ouverture de fenêtre de reset cérébral. Donc c'est pas une mode, c'est quelque chose de finalement... C'est un vrai outil thérapeutique, mais qui nécessite d'être encore évalué, qui est encore dans le domaine de la recherche. Et on parlait de sérendipité tout à l'heure, là aussi c'est de la sérendipité. Absolument, découverte liée au hasard, absolument. Enfin, pas que le hasard et l'observation clinique, le fait de se dire il y a peut-être quelque chose d'intéressant, parce que on a envie de balayer du bras tout ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de psychédéliques, c'est honteux, c'est illégal, c'est des trucs de junkies, etc., à la poubelle. Sauf que quand vous regardez les données, là, il y a une étude qui vient d'être publiée dans JAMA, qui est une des plus grandes revues médicales, taux de rémission chez des alcooliques sévères qui ont résisté à d'autres thérapeutiques, 50 à 60%, après deux prises d'une substance, 50 à 60% chez des alcoolodépendants sévères. Ça n'existe pas en médecine, on n'a jamais des résultats comme ça dans des pathologies aussi sévères, donc ça vaut la peine d'aller regarder. Bien, ça c'est de nouvelles avancées, enfin ça c'est des molécules qui existent depuis longtemps, mais qu'on utilise différemment et dans d'autres protocoles. Absolument. Voilà, et David Gourion est notre invité pour parler de son dernier livre, Guérir nos âmes blessées, la révolution des thérapies chez Marabout. Et on apprend dans votre livre que c'est grâce à un livre de Freud que vous êtes devenu psychiatre. Oui. Vous avez vu comment je tire des conclusions? Un livre que vous avez trouvé dans la bibliothèque de vos parents. Absolument, un essai sur la théorie de la sexualité. C'était un titre tout à fait croustillant et appétissant pour l'ado que j'étais. Et en effet, je me suis plongé là-dedans avec beaucoup de délices. Mais vous savez, on critique beaucoup Freud, mais il a quand même énormément apporté. Alors aujourd'hui, on relie tout ça avec les grilles de lecture nouvelles, avec les neurosciences, etc. Mais pour l'époque, c'était quand même tout à fait révolutionnaire. Et quand je dis la révolution des thérapies, il l'a inaugurée en réalité, cette révolution. Elle continue aujourd'hui, avec des progrès considérables et dont je parle dans le livre. Mais au fond, il faut rendre à César ce qui est à César. Il l'a inaugurée. Bien, comment appelle-t-on le fait de ne pas pouvoir nommer ses émotions? L'alexithymie, c'est-à-dire la difficulté à
c'est pas uniquement nommer, c'est souvent reconnaître. Il y a moi j'ai des patients, quand je leur demande d'identifier une émotion, en fait ils vont intellectualiser, ils vont me raconter une histoire, ils vont me dire oui, il se passe ci, il se passe ça, mais nommer une émotion pour eux c'est très difficile. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, et l'alexithymie c'est un des mécanismes qui peut conduire à certaines difficultés psychologiques, parce que justement les émotions on en a besoin, elles sont normales, elles sont extrêmement utiles à notre fonctionnement psychique, et pouvoir les reconnaître et les identifier, c'est vraiment un outil très important qu'il faut développer aussi chez nos enfants assez tôt. Alors c'est vrai qu'on les met un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Pendant longtemps, on n'a pas parlé des émotions, puis maintenant on en parle partout. Mais pourquoi c'est important de pouvoir reconnaître et de nommer ces émotions ? Parce que finalement, on n'a pas toujours les mots très précis pour nommer les émotions. Et en fait, il y a une forme de ségrégation des émotions. Oui. On aurait tendance à dire qu'il faut tout le temps vivre que des émotions positives, il faut tout le temps être joyeux, ou etc. Et il y aurait une ségrégation des émotions dites négatives, et j'aime pas d'ailleurs les appeler émotions négatives, de tristesse, d'anxiété, de honte, etc. Pour autant, c'est comme si je vous disais, ce serait bien que la souffrance, la douleur physique n'existe pas. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Ça existe, il y a une maladie dans laquelle les gens ne ressentent pas la douleur physique. Ils ont tout un tas de problèmes. Ils sont des fractures, quand ils mettent la main sur la plaque chauffante, ils se brûlent. Et en fait, ils ont une très forte mortalité. Autrement dit, ressentir la douleur physique, c'est indispensable à la survie. Ça permet de se protéger. C'est pareil, les émotions de peur, les émotions de tristesse, les émotions de honte sont des émotions structurantes qui sont extrêmement utiles, qui d'ailleurs ont été indispensables à la survie de l'espèce, mais qui sont utiles au quotidien. Et puis parfois, les gens ont tendance à considérer que c'est négatif d'avoir du stress. Mais enfin, le stress nous aide à avoir des examens, à pas rater notre avion, à arriver à l'heure sur le plateau, sur le studio de radio. Donc, parfois, on devrait remercier notre stress, qui est aussi un moteur à l'action. Quel est votre plus grand regret, Doc ? Ça, c'est une question... c'est une question que vous posez, vous, dans votre livre. Et je me suis posé la question, je me dis, si on me posait la question, comment j'y répondrais ? Comment j'y répondrais sans y répondre ? Ou comment... Parce que vous la posez, cette question. Oui, c'est... Mais en vrai, si vous deviez nous répondre, on va dire sérieusement, honnêtement. Je pense que c'est toutes les fois, il y en a plein en fait, toutes les fois où j'ai pas été assez attentif. Là, ce qui me venait, c'est certains patients qui parfois m'ont dit des choses, et puis j'ai réfléchi après, j'ai compris ce qu'ils voulaient me dire, et je me dis en fait, je suis passé à côté de quelque chose, mais ça peut être aussi être passé à côté de certaines choses vis-à-vis de mes enfants. J'ai pas là tout de suite une image en tête, mais c'est peut-être le sentiment de pas avoir toujours été suffisamment attentif. Et qu'est-ce que vous en faites de ces regrets alors finalement ? J'essaie de pas trop les ruminer, j'essaie de m'améliorer. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer d'en faire. Quelles sont les grandes avancées qu'on a, on va dire thérapeutiques, sur peut-être des troubles qu'on banalise, comme l'anxiété ou comme la dépression ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans la prise en charge de l'anxiété ? Ce qui a changé, c'est d'abord, on a beaucoup plus d'outils aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Ces outils soient psychothérapiques, avec différents types de psychothérapie, beaucoup plus ciblés, beaucoup plus rapides d'efficacité. Je ne vais peut-être pas les détailler, mais vous savez, on a beaucoup parlé des thérapies comportementales et cognitives, et elles se sont beaucoup raffinées, beaucoup développées avec de nouveaux outils, les thérapies ACT, l'ICV, le MDR, etc. Alors après, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles, oui, mais en fait, plus vraiment. Est-ce que le MDR, par exemple, dont vous parlez, qui est très à la mode et qui est très pratiqué, c'est une thérapie ou c'est un complément de thérapie, par exemple ? C'est un outil de thérapie. Au même titre que je vous dirais, si on prenait le domaine des médicaments, si je vous disais l'aspirine. L'aspirine est utile dans certaines indications et pas dans d'autres. Et je pense que les thérapies, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on comprend mieux comment elles fonctionnent et lesquelles utiliser dans quelles situations. Et on est en train de sortir de ces vieux modèles dépassés dans lesquels il y aurait une seule thérapie qui marcherait sur tout au détriment de tous les autres. Vous savez, il y a eu beaucoup de querelles de psy. On les entendait, il y a encore quelques années, s'engueuler copieusement sur les plateaux. C'est dépassé, ça, aujourd'hui. Vraiment, enfin, je crois vraiment que c'est des combats un peu d'arrière-garde. C'est de dire, il n'y a pas un bon ou un mauvais outil. Alors, il y a des thérapies, il y a des charlatans aussi, faut faire attention. Je crois que dans le livre, j'essaye aussi de bien dire quelles sont les bonnes thérapies. C'est parce que vous faites 2 séances de MDR que finalement, ça vous sort de tout. Mais le MDR peut être un ingrédient utile à un moment donné dans une stratégie thérapeutique globale pour votre trouble. Donc, c'est pas de dire le MDR marche surtout à toutes les sauces chez tout le monde. C'est de dire, si vous avez ce trouble-là, cette personnalité-là, etc., peut-être que cet outil-là, à ce moment-là, intégré avec d'autres outils, et puis parfois il faut aussi des outils thérapeutiques, parfois il faut des médicaments aussi, peut permettre une rémission
que nous n'aurions pas obtenu il y a quelques années. Si on prend ce trouble courant qu'est l'anxiété, qu'est-ce qu'on a compris de nouveau sur le siège de l'anxiété, par exemple ? Alors, on a compris qu'il n'y a pas un siège. On a longtemps pensé qu'il y aurait une région du cerveau ou des régions du cerveau. Aujourd'hui, on comprend que c'est beaucoup plus global. Le cerveau est un espace de travail global qui fonctionne en réseau. Donc, on n'est plus sur juste uniquement une région. On est plutôt sur des réseaux et des stratégies, en fait. Et cette approche-là nous permet justement de développer des thérapies ou en tout cas de réutiliser des stratégies thérapeutiques, qu'elles soient psychothérapiques ou qu'elles soient médicamenteuses, qui ciblent mieux ces dysfonctionnements cérébraux identifiés dans l'anxiété. Je disais tout à l'heure, pour reprendre un exemple très simple, l'anxieux a beaucoup tendance à vouloir modéliser, prédire l'avenir et le contrôler, en se disant si je contrôle tout ce qui se passe, tout ira bien. Évidemment, ça marche pas, c'est épuisant, puis quand ça marche pas, c'est encore plus angoissant. Et bien justement, on va, grâce à cette meilleure compréhension des réseaux neuronaux et de la façon dont le cerveau fonctionne sur ce mode-là, on parle de cerveau bayésien, de ce cerveau qui essaye de modéliser en permanence l'avenir. Pourquoi ? Parce que c'est le nom du modèle. Exactement. C'est je me base sur des expériences passées pour prédire l'avenir. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Vous pouvez regarder les chiffres du loto des 3 derniers mois, ça prédit pas les chiffres qui vont sortir la semaine prochaine. Mais on peut appeler ça l'expérience aussi. Mais selon mon expérience. Le problème de l'expérience, c'est, imaginons que je sois en train de me demander si je vais réussir un examen. Je prends l'exemple d'un jeune anxieux qui se dirait est-ce que je vais réussir mon examen, et qui se baserait sur l'expérience de ses 3 dernières notes. Il a eu 3 mauvaises notes. Il construit un modèle interne avec des croyances limitantes de je suis nul, je vais pas réussir. Donc c'est très important de comprendre que notre cerveau ne peut faire que ce qu'il le peut faire, qu'il est limité par ses propres croyances et ses propres expériences, qui construit des modèles, et que parfois ces modèles sont un piège en fait. Sauf qu'on a tendance à croire à ce qu'on pense, parce que c'est nos pensées, on y tient beaucoup. Les êtres humains, on adore nos pensées. On se dit que si on pense un truc, c'est notre colonne vertébrale, Doc. Oui, mais on peut se tromper. On peut se tromper, et on se trompe, et on génère sans arrêt des petites pensées qui sont des pensées un peu fausses. Et là aussi, certaines thérapies, ça j'en parlais dans l'ouvrage Anti-stress, qui était l'ouvrage précédent, qui est, ça peut être intéressant de déconstruire ces constructions mentales, ces croyances qu'on se crée tous sans même s'en rendre compte. Sur la dépression, alors on parle beaucoup de la kétamine. Qu'est-ce que la kétamine a changé dans la prise en charge de la dépression? Alors la kétamine, ça a été là aussi, ça fait partie des révolutions dans le champ des thérapeutiques récentes. Vous savez que la dépression, c'est quand même une maladie qui concerne beaucoup de gens. On considère qu'à peu près un quart d'entre nous seront concernés à un moment ou à un autre de l'existence, ce qui est absolument considérable. Ouais. C'est une vraie maladie. On ne sait pas juste être triste, avoir un coup de blues 3 jours. Ça peut faire des dégâts, ça peut mener jusqu'au suicide, à l'alcoolisme, etc. Donc ça fait des ravages, c'est une des premières causes d'arrêt de travail, etc. et de morbimortalité. Et on a des thérapeutiques, des psychothérapies, des antidépresseurs, mais on sait qu'il y a à peu près 30-40% des patients qui ne répondent pas à ces psychothérapies ou à ces antidépresseurs habituels. On parle de résistance. Est-ce que la kétamine a apporté, l'eskétamine, qui est son énantiomère actif, c'est une autre forme, la molécule d'action plus précise, c'est chez une proportion importante des patients dits résistants, près de 70%, une réponse thérapeutique, une amélioration clinique extrêmement rapide, parfois dans les quelques heures qui vont suivre la prise, ou dans les quelques jours qui vont suivre la prise, avec des rémissions qu'on n'observait jamais aussi rapidement et de façon aussi intense, des gens qui, moi je repense à ce grand chef d'entreprise qui était quasiment à genoux dans mon bureau à réclamer l'euthanasie tellement il se sentait, il était mélancolique, c'est-à-dire une forme de dépression extrêmement sévère. Il avait résisté aux antidépresseurs, il était tellement mal, il se sentait tellement coupable qu'il voulait mourir, et puis administration de perfusion de kétamine, et quelques heures après, il était bien, il était détendu, me disant je ne comprends pas comment je pouvais être dans cet état d'esprit-là. Je voudrais pas non plus, entre guillemets, survendre ça en disant c'est miraculeux. Il y a beaucoup de publications là-dessus. C'est magique, ça marche sur tout et chez tout le monde, ça n'est pas vrai. Il y a aussi des patients déprimés résistants à la kétamine, malheureusement, mais il y a d'autres stratégies thérapeutiques. Mais tout ça pour dire, ça bouge. C'est un champ dans lequel il y a beaucoup de recherches actuellement, beaucoup de découvertes. Et donc, si vous êtes concerné, vous savez, des proches concernés par ces problèmes de santé mentale, il n'y a pas de fatalité aujourd'hui. Ce livre, il vise à redonner de l'espoir et à dire, il y a vraiment des outils thérapeutiques nouveaux, faites-vous aider, parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre généraliste, allez consulter des spécialistes de santé mentale, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même de nouveaux espoirs de thérapeutique. Alors, vous vous interrogez dans votre livre, comment on trouve un bon psy, un bon thérapeute? Alors je dis, à un moment donné, tout se joue à la première séance. C'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux
non plus. C'est comme la première impression. Ouais, non, la première impression n'est pas toujours. Mais si ça a été une catastrophe, que vous n'avez pas senti, que ça a été vraiment dramatique ou qu'il s'est passé des choses pas tout à fait normales, qu'il y a des choses qui vous ont offensé, etc., vous avez le droit de dire, c'est pas parce qu'on vous avait recommandé, vous avez le droit de dire, le feeling ne passe pas, je veux voir quelqu'un d'autre et il faut le faire. À l'inverse, quand le lien s'est créé, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que vous sentez que la personne qui est là vous semble à la fois sérieuse, empathique, impliquée, aidante, et vous semble avoir les qualifications, c'est important de vous renseigner aussi sur le parcours. Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est une psychologue? Etc., etc. Si ça vous semble sérieux, et bien, soyez patient. Ne vous dites pas, si je vais pas mieux au bout d'une ou deux séances, j'arrête. Il faut savoir être patient et continuer dans le processus. C'est le cas de le dire, il faut être patient. Absolument. Votre livre ouvre sur la première saison dans Thérapie. Est-ce que vous avez été aussi enthousiaste avec la deuxième saison? Parce que vous n'en parlez pas. Pas au début. Je me suis pas laissé entraîner tout à fait aussi si fortement. Franchement, les acteurs de la première saison sont absolument incroyables. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est pas mal aussi. Franchement, elle est Reda pas mal Kateb, aussi. franchement. Incroyable. Incroyable. Ouais. Mais ça a changé quand même beaucoup la façon de parler de santé mentale et de l'intérêt des gens pour la thérapie, finalement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vues. Je ne sais plus combien de millions de vues il y a eu de ces séries qui parlent quand même d'outils psychothérapiques. C'est quand même incroyable, ce qui montre que les gens se sentent concernés, intéressés par ces questions des psychothérapies. David Gourion, je rappelle le titre de votre nouveau livre, s'appelle « Guérir nos âmes blessées, la révolution des thérapies » chez Marabout. Vous réécouterez cette émission qui s'écoute très bien en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la captation de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.